Et salut la team Gros Billets et bienvenue dans cette vidéo du Club Invest. Je suis Michel, toujours fidèle au poste pour vous accueillir. Je suis également le cofondateur du Club Invest avec mon acolyte Thibaut, connu sur les réseaux sous le nom de Bye Bye Patron. On a monté le Club Invest dans un seul but, c'est d'accompagner du monde à faire leurs premiers investissements ou leurs suivants quand ils en ont déjà fait un. Le but, c'est de les accompagner, on les prend par la main et puis on leur montre toutes les étapes de l'investissement jusqu'à ce qu'ils puissent toucher leur premier loyer. Voilà, on est super content parce que là, on a plein de projets en cours qui sont totalement différents. On a des simples appartements, d'autres qui enchaînent des LCD, d'autres qui achètent des immeubles avec plusieurs lots à l'intérieur, et puis d'autres qui font par exemple l'acquisition de maisons, qui vont diviser, de terrains, qui vont viabiliser, qui vont essayer de revendre. Franchement, c'est super diversifié, et puis on les accompagne tous, on les suit régulièrement, et ça nous fait super plaisir. Allez, on va attaquer tout de suite avec la première partie. La première partie, ça va être sur les types de sociétés pour investir. Première chose à laquelle on pense quand on investit en société, c'est de se dire, bah voilà, allez c'est bon, je vais faire une SCI tout de suite et puis ça va être réglé. Calme-toi Johnny, calme-toi, il n'y a pas que les SCI. Donc SCI déjà c'est une société civile immobilière, donc je suis d'accord, c'est destiné à faire de l'immobilier et que de l'immobilier. Voilà, on peut faire un petit peu d'autres activités, mais c'est très rare. Donc, par exemple, si on veut se faire un parc immobilier et le destiner à faire de la LCD, déjà, va y avoir un blocage. Donc, il y a d'autres solutions. Pour les plus célèbres, ça va être la SARL ou la SAS. La SAS, c'est quoi? C'est une société par action simplifiée. Un des gros avantages, c'est qu'on peut le faire donc à plusieurs, mais on peut aussi le faire tout seul, ce qui n'est pas possible avec une SCI. Donc là, on passe au terme de SASU. On appelle ça une société par action simplifiée, unipersonnelle. Donc la nature de l'activité d'une SAS, c'est de faire du commercial. Voilà, donc c'est bien prévu pour faire du Airbnb par exemple, Booking, Le Bon Coin, ce que vous voulez, mais de la location courte durée, titre commercial. Voilà, à défaut d'une SCI où c'est vraiment que de l'immobilier, donc location plutôt longue durée. La seule chose qu'on est obligé de faire avec une SAS, c'est de tenir une comptabilité. Voilà. Ça, c'est une des grosses choses qu'il faut prendre en considération. C'est la compta, il vous faudra un comptable et il faudra sortir des comptes tous les ans. Par contre, un des gros avantages de la SAS, ça va être la constitution de statuts. Donc les statuts, en fait, vous pourrez les écrire librement. Ce qui est assez sympa, surtout quand vous avez des associés, parce que vous pouvez vraiment prévoir des règles très particulières. Donc c'est vraiment du sur-mesure, surtout quand vous avez des associés que vous ne connaissez pas. Par exemple, au niveau des votes, ça peut être super intéressant parce que, par exemple, j'avais monté une SAS avec quelqu'un que je connaissais bien, c'était un ami. On l'avait monté tous les deux à la base et on a fait rentrer des associés petit à petit dedans. Sauf que ces personnes-là, on les connaissait moins bien. On avait forcément, moins d'atomes crochus avec eux. On ne savait pas trop d'où ils venaient et parfois ça met un peu de méfiance dans le fait de créer des sociétés, de partager forcément des profits avec ces personnes-là. Donc on ne sait jamais vraiment leur vision à long terme. Et ce qu'on avait mis dans les statuts, c'était que entre mon ami et moi, qui étions les deux gros cofondateurs à la base, si on n'était pas d'accord sur une décision, donc l'un et l'autre, dans ce cas-là, on ne pouvait pas aller de l'avant avec cette décision. Ce qui voulait dire que on s'était dit, si jamais on se ralliait à d'autres personnes dans cette société et que l'autre était un peu évincé, on ne pouvait pas avancer. Il fallait vraiment que nous deux, on soit d'accord parce qu'on considérait qu'on était à la base de cette société. Et donc, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas ça? Comme ça, on est sûr qu'on est toujours en accord tous les deux. Et au moins, ça évite les conflits et puis ça évite de détruire parfois des sociétés ou des projets. Et c'est vrai que c'est assez pratique. Donc ça, c'est un bon avantage de la SAS. L'autre, ça va être la répartition des actions. En fait, ça va être au prorata de la participation des personnes.
C'est-à-dire, si vous êtes par exemple 3, mais qu'il y a une personne qui va amener de l'argent, eh ben c'est possible qu'une autre personne, en fait, elle amène quelque chose d'autre qui soit pas forcément pécunier. C'est-à-dire qu'elle peut amener du savoir ou une connaissance. Par exemple, si vous avez, je sais pas, vous construisez un site web, il y a quelqu'un qui va dire, bah tiens, moi je vais mettre 20 000 sur la table parce que je vais payer tout ce qui va être les serveurs ou l'hébergement, peu importe. Et un autre qui va être, par exemple, le programmeur. Mais lui, il va dire, bah moi en fait, j'ai pas d'argent. Par contre, j'ai les connaissances pour programmer, donc je viens avec mon savoir et ça vaut tant d'actions dans la société. Donc c'est pas forcément dire à chacun, bah tiens, on met tous 10 000 sur la table et puis on avance. Quelqu'un il peut dire, bah moi j'arrive avec mes connaissances et je vais faire avancer la machine comme ça, mais par contre en échange je veux des parts de cette société. Ça peut aussi fonctionner dans l'immobilier, hein. Ça peut être parce qu'il est spécialisé en marchand de biens et que il veut mettre ça à profit, ou alors c'est parce que simplement, peut-être qu'il est concierge à la base, et du coup c'est lui qui va gérer tous les Airbnb de A à Z, vous investissez juste, et lui il va venir avec son savoir, ses connaissances, et puis il va travailler pour la société. C'est tout à fait possible. Autre avantage intéressant de la SAS, c'est que vous avez une responsabilité qui est limitée au montant des apports au capital social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous prendre plus, on ne peut pas aller chercher plus loin que ça. C'est-à-dire que si vous avez un problème, au pire, vous perdez ce que vous avez investi dans la société, mais vous ne perdrez pas plus. Tandis qu'une SCI, ça a une responsabilité illimitée. Ça veut dire qu'on peut aussi aller vous chercher sur vos biens propres. C'est-à-dire, par exemple, votre RP. Vous avez, si jamais vous n'arrivez pas à payer les personnes que vous devez payer, tout simplement, on peut venir vous chercher sur vos biens personnels. Autre chose, ça va être la fiscalité. La fiscalité, forcément, d'une SAS, c'est une société, donc forcément, vous êtes imposé à l'impôt sur les sociétés, donc l'IS, tandis qu'une SCI, vous pouvez choisir, donc vous pouvez être à l'IR, soit à l'IS. Parfois, il arrive qu'on commence à l'IR parce qu'on a des petits revenus, et quand on continue de travailler, on évolue, on a des plus gros revenus, on passe dans de nouvelles tranches. Dans ce cas-là, on va basculer de l'IR à l'IS parce que ça devient plus intéressant. Mais par contre, il n'est pas possible de faire l'inverse. C'est-à-dire que si vous commencez à l'IS, vous ne pouvez pas repasser à l'IR. C'est-à-dire que vous le faites une fois. C'est-à-dire que vous commencez à l'IR. Si par exemple c'est intéressant pour vous, ça arrive. J'ai déjà vu des familles, on a accompagné des familles où c'était plus intéressant de commencer à l'IR, et puis d'un coup, les deux personnes du couple se sont mis à travailler tous les deux à temps plein, à avoir des jobs avec un peu plus de responsabilité, donc des plus gros revenus, et là, à ce moment-là, ils ont basculé à l'IS parce que c'était plus intéressant. Il existe aussi une autre forme, c'est la SARL, on a parlé un peu plus tôt. Donc la SARL, la différence avec une SAS, elle est très fine, hein. Par exemple, ça va être de choisir entre l'IR et l'IS. Moi personnellement je ne suis pas spécialiste là-dedans, donc je vous conseille d'aller voir soit un expert comptable, soit un avocat spécialisé en création d'entreprise. Il saura mieux vous guider en fonction de votre situation et surtout de vos projets. Ensuite, vous avez aussi la SARL des familles, donc elle va vraiment faciliter tout ce qui est cession. Et puis, il y a une exonération de taxation sur les plus-values. Donc, elle peut être intéressante, justement, si vous avez une famille, si vous avez des enfants et que vous voulez céder des parts à un moment ou à un autre, ça peut être un gros avantage. Par ailleurs, au moment de la revente du bien immobilier, il existe une réelle différence entre le statut de SCI et celui de SARL de famille. Dans une SCI, donc les plus-values, elles sont considérées comme un résultat exceptionnel et donc elles sont imposables selon les règles de l'impôt sur les sociétés. Tandis qu'une SARL des familles, elle est en fait exonérée, les associés sont exonérés des plus-values et si surtout ils effectuent des locations à titre de meublé professionnel, donc tout ce qui est LMP. Et puis ils sont soumis au régime des plus-values immobilières des particuliers si la location elle est effectuée en LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Voilà les deux grosses différences.
Forcément, en parlant de société, on va parler aussi de holding, parce qu'on aura plein de monde qui va vous dire, bah moi je crée plein de SCI, ensuite je fais une méga holding dessus, et calme-toi Johnny, là, c'est pas forcément la meilleure solution. Mais ça peut être intéressant de savoir comment ça fonctionne une holding, quel est son but, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qui est illégal de faire avec, et ça, bah, on a forcément interrogé un spécialiste pour vous en parler, et c'est tout de suite dans la boîte à outils. Donc on va vous le présenter. Un petit extrait, et puis comme ça vous saurez tout sur la holding. Je le répète, la boîte à outils c'est quoi? C'est un petit Netflix de l'investissement. Nous, toutes les 2 semaines, on vous montre une vidéo, on vous la poste sur la boîte à outils des investisseurs. Et le but, c'est de vous en apprendre plus sur tous les métiers de l'investissement. Justement, là, on va voir un professionnel en holding. On a aussi des banquiers, des architectes, des maîtres d'œuvre, des avocats. On a plein de monde. Tout ça pour vous expliquer comment ça se passe et puis connaître un peu toutes les ficelles. Et tout ça qui sort de la bouche de professionnels. Donc eux, ils savent de quoi ils parlent. Et forcément, ça peut que vous aider. Donc je vous laisse regarder tout de suite ce petit extrait. Et vous verrez que c'est super intéressant. Allez, on se retrouve tout de suite après. Bye. Je pense qu'on va on va parler à la fois des entrepreneurs et à la fois des juste purs investisseurs, parce qu'il y a un peu les deux types. Souvent, justement, on utilise une holding quand on a une activité commerciale. C'est un peu le montage le plus connu. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, moi maintenant, admettons que j'ai un magasin de vêtements, je fais 1 million de chiffres, je fais 200 000 de bénéfices. À quel moment je suis locataire, j'envisage peut-être d'acheter, on va dire, mes locaux. Est-ce que c'est le bon moment pour ouvrir une holding? Pourquoi est-ce que je le ferai? Pourquoi est-ce que je le ferai pas? Ouais. En fait, le truc qu'il faut retenir sur la holding dans tous les cas, là sur la holding patrimoniale, dans ce cas-là, on n'est pas sur une holding pour prendre des participations dans des grosses boîtes ou dans des petites boîtes même, patrimoniales, pour se créer du patrimoine. Il faut avoir en tête que holding égale tirelire. Okay. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, la holding, elle me permet quoi? Elle me permet de faire remonter de l'argent dedans et de le stocker dedans plutôt que de le sortir pour pour prendre des couches de frais ou de cotisations. Et donc, si tu veux, c'est un peu la théorie de se dire, alors ok, c'est pas dans ma poche, mais c'est dans la poche d'une société que je détiens à 100%, tu vois. Donc au final, c'est un peu ma poche. Et en fait, plutôt que d'en perdre la moitié, voire plus, en fait, j'investirai plus dès le début. Et du coup, je vais avoir plus de sous à amener dès le début. Et donc, pour reprendre ton exemple, j'ai un magasin, typiquement, j'ai un magasin de vêtements et j'ai de l'argent. J'ai 2 choix. Soit je me le sers en rémunération, mais je vais en perdre beaucoup en impôts, en cotisations. Soit je me dis, tiens, je plug une holding au-dessus pour faire remonter cet argent dedans. Pour pouvoir investir dans plein de choses après, des cryptos, des actions, de l'immobilier. Et alors, là, la question, c'est, ouais, d'accord, Gabriel, mais pourquoi tu ne le fais pas dans la société qui vend les vêtements, tout simplement? Mais en fait, pourquoi je ne fais pas ça? Parce que demain, je dois revendre cette société. J'ai mes investissements qui sont dedans. Déjà, l'acheteur, il va me dire, t'es gentil, mais moi, j'ai pas envie d'acheter en fait tes investissements. Voilà. Donc, sur le prix, c'est emmerdant. Donc, potentiellement, il faudra déboucler des opérations. Ça ne sera pas le bon moment. Et puis, potentiellement, j'ai aussi pas envie de les vendre. Yes. Donc du coup, l'idée, pour séparer en fait ces deux univers, c'est de faire tout remonter dans la holding. Et après, à partir de la holding, pour éviter de se le sortir, c'est notre tirelire. Là, on a évité de perdre beaucoup d'argent en frais et autres. Et là, on l'utilise pour investir dans plein de choses. On l'utilise pour investir dans l'immobilier notamment, on en a parlé. Et voilà, ça c'est le point 1. Le point 2, qui se rajoute au sujet de la société de vêtements. Imaginons que ta société de vêtements, on l'ait créée tous les deux. Moi, j'ai besoin de me verser beaucoup de rémunération. Toi, tu n'as pas besoin parce que tu consommes moins. Le problème, c'est que tu fais quoi? Tu vas laisser. Soit tu te le verses, pareil, tu as imposé, machin, c'est dommage. Soit tu le laisses dans la boîte, mais si tu le laisses dans la boîte, c'est moi aussi qui en bénéficie, puisque ça reste dans la boîte. Donc du coup, ça permet de séparer et d'éviter de se le verser. Ouais, c'est ça. Si, admettons, vous avez deux associés, vous faites 200 000 de bénéfices distribuables après impôt. En fait, vous avez 2 choix. Soit vous laissez les 200 000, mais si vous embrouillez et tout, s'il y en a un qui commence à faire n'importe quoi,
Ou si vous voulez vendre aussi, c'est de l'argent qui va devoir être payé par le futur acheteur et peut-être qu'il n'aura pas les moyens. Ou alors, bah, vous dites, bah, vas-y, moi je prends 100 000, ça va dans ma holding, je paye quasiment pas d'impôts. Je pense qu'on va en parler après, mais je paye quasiment pas d'impôts. Et toi, bah, si tu veux, tu le prends en perso, tu fais ce que tu veux avec les 100 000 et tu auras une fiscalité qui sera complètement différente. C'est ça. Yes. Ok. En Et fait, je puis pense que la Vas-y, bonne vas-y. image, c'est un genre de triangle. Enfin, je pense que c'est comme ça que les gens y voient. Soit tu as un triangle avec la base. Je suis plus sûr de mes cours de géométrie, mais en gros, tu as la base, tu as ta société commerciale en bas à gauche, par exemple. Ouais. Et puis ta holding en haut. Et puis après, ton futur investissement. Enfin, si c'est une autre société, en bas à droite. Et donc, en fait, l'argent qui part vers le haut, globalement, il est très très peu imposé. Alors que si tu fais la même chose, te distribuer de l'argent que tu vas réinvestir en immobilier, et ben là, tu vas payer les impôts à la descente. Donc, au lieu de pouvoir investir 100, tu vas peut-être investir que 60, quoi. Donc, C'est ça, c'est bien vu. C'est exactement ça. C'est un triangle et en gros, soit je le remonte dans ma tirelire, soit je le descends par en bas, mais si je sors, je vais en perdre la moitié, quoi, hmm. facile. Et après, je pense qu'il y a un autre point, c'est aussi d'un point de vue si le magasin il commence à moins bien tourner, l'argent qui est dans la holding, il est indépendant de la. Normalement, quoi, sauf s'il y a des emprunts, ça, mais Ah bah il est indépendant de il juridiquement. est, ouais, ouais, il est sauvé. Il est sauvé. Il est sorti de la boîte, il est Voilà. sauvé. Sauf si après, tu as de la responsabilité qui est mise en place. C'est-à-dire que sauf si la holding, elle est responsable Hmm. pour Il y a des différentes choses contrats et tout au-delà ça, de des la finale. cautionnements, etc. Mais sinon, d'un Ouais, point de vue juridique pur, voilà, il y a. Si t'as pas c'est payé un sorti. fournisseur, C'est bah, il peut ça. pas venir C'est une autre chercher personne. l'argent. Ouais, ouais. C'est ça, c'est une autre personne, c'est autre chose. Et là, du coup, pour faire transiter aussi cet argent, du coup, on le fait remonter. En plus, il y a très peu de fiscalité, hein, on en a parlé, mais Mhm. en fait, on sera dans un régime où il y aura que quelques pourcents, quoi. On sera à 1-2% de frottement Mhm. fiscal, donc très très faible. Alors avant, il y a quand même eu l'impôt sur les sociétés, mais Bien ok, sûr. c'est normal. Il y a eu un bénéfice. Donc ça permet de sécuriser, ça permet de capter, ça permet de séparer. Clairement, quand on a créé son entreprise avec un ami, avec quelqu'un, enfin, avec un ami, pas forcément, avec un autre associé, pour isoler son cash, c'est indispensable et Mhm. éviter de se le verser. Ça, c'est le point 1. Et même si on a créé tout seul son entreprise, bah, pour isoler aussi, parce que comme tu le disais très justement, imaginons que j'ai fait mes investissements, tu vois, je l'ai pas dit, mais c'est exactement ça. Si j'ai fait mes investissements avec ma boîte qui vend des vêtements, et demain il y a un problème, en fait, tous mes investissements, bah, c'est détenu par la boîte. Donc en fait, les créanciers, ils vont venir les chercher. Mhm. Yes. Ok. Et bah, on peut parler peut-être justement de la fiscalité. Donc, il y a un régime qui est assez connu qui s'appelle le régime Murphy, euh, qui permet de payer très peu d'impôts. Donc, en fait, si vous êtes personne physique, que donc votre société, elle a fait. Bon, maintenant, les taux, ils ont changé et tout, mais peut-être 130 000 euros de bénéfice. Après, impôt sur la société, il reste peut-être 100 000. Et si vous les distribuez en personne physique, eh ben, souvent, on paye la flat tax à 30%. C'est ça. Donc, il reste Ce sera 70 en 70. gros. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si en gros on a 100 après impôt sur les sociétés et qu'on veut remonter ces 100 à la holding? Quelles sont les conditions et combien on paye du coup? Alors en fait, tout va dépendre combien la holding va détenir de la société fille. On parle de société mère et de société fille. La mère, c'est la holding. La fille, c'est la société qui vend les vêtements. Et alors, en fait, tout va dépendre si on a plus ou moins de 95%. Enfin, plus ou moins, pardon. Il y a il y a un premier palier à 5%, où là, on rentre dans le régime mère-fille. Et grosso modo, on va payer 1,25, enfin, et des pouillèmes pour que ça remonte de fiscalité, tout compris, hein, je te fais grâce du calcul. Et Hmm. du coup, sur les 100, il va te rester 98, quoi. Ok. Et après, il y a un autre régime qui est l'intégration fiscale, où là, c'est quand tu as plus de 95%, et où là, tu vas payer zéro. Après, attention, je mets une alerte, parce que l'intégration fiscale coûte un peu plus cher en frais de comptabilité et autres, c'est Hmm. normal. Du coup, il faut voir combien ça coûte, pour combien on va vraiment gagner. Moi, j'ai des clients qui se mettent pas en intégration fiscale parce qu'au final, voilà, Je c'est une préfère payer les 1 différence. ou 2%. Ouais, voilà, Hmm. ça vaut plus le coup. Enfin, ça vaut plus le coup. Voilà. Bon, on parle des Ouais. économies, si on parle de quelques milliers d'euros, tu vois. Ouais, donc en fait l'intégration fiscale c'est un peu comme si les impôts ils voyaient qu'une société. Donc si tu en as une qui fait moins 100 et plus 100, Ouais, en gros tu as zéro d'imposable alors que pour les gens normaux,
ben, les 100 ils sont taxés, les moins 100, bah, tant pis pour Tout à toi, fait. t'as qu'à faire mieux, quoi. Ok. Donc Euh, ça permet quand même, tu vois, de passer, si on reste dans le régime Murphy, de passer de 70, si on prend l'exemple à 100, 70 qui est investissable, à 98, quoi. ouais. En gros, tu divises par 30 ta fiscalité quasiment entre 20 et 30. Ouais, c'est Après, ça. par contre, l'argent qui est dans la holding, il est pas, enfin, il est à la holding, il est pas à vous, hein. Je pense que c'est un bon point qu'il faut rappeler. Tu peux en Ça, c'est faire un ce que très tu bon point. veux, mais tu peux pas. Enfin, justement, on va peut-être en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent de la holding? Mais en tout cas, il est pas dans ta poche. Tu peux pas aller au casino avec et tout flamber. Et voilà, on se retrouve déjà, je vous l'avais dit, super intéressant ce petit extrait sur les holdings. Si vous voulez la vidéo en entier comme d'habitude, vous nous retrouvez sur la boîte à outils des investisseurs. Donc là, c'est sur boîteabillets.com. Sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur Club Invest 1 avec le chiffre 1, clubinvest.fr ou alors le site de Thibaut, grosbillet.com. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à réserver un call avec nous sur le site du Club Invest si vous avez des questions, ou vous pouvez nous les écrire comme d'habitude sur Insta, on est assez présent, dans les commentaires, sur Twitter aussi, peu importe, ou même à notre adresse email, hein, info@clubinvest.fr. Allez, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao, bye et faites des gros billets.